On avait un petit problème avec le réseau, mais là c'est bon, c'est réglé. Rabi Slou qui nous a rejoint. Bonsoir Rabi. Bonsoir Amel, bonsoir à toute la radio magique et à tous les auditeurs qui nous écoutent actuellement. Super, bienvenue sur ta radio. Yeah, c'est génial, c'est la famille, c'est ma radio, définitivement. Une radio qui t'a vu grandir. Hein. Oui, donc le FM m'a fait. Hein. T'as fait. Le FM, c'est la puissance. Hein. La puissance. Ça fait plaisir de l'entendre de ta bouche. Alors, cette radio-là, t'as vu grandir, c'est vrai, mais quel est le plus lointain souvenir ou le plus proche souvenir que t'as de Golf FM? Je peux parler, c'était disons pour Guiri Show, avec Veni Venance, c'était avec Groy Matinal, donc c'était dans la dernière, c'était avec Veni Venance, donc c'était Guiri Show. Ok, super. On restait toute la nuit, toute la nuit carrément. Vous faisiez quoi dans la nuit? On restait la nuit, on était les noctambules. On était les noctambules. Noctambule. Alors, Rabi Slou, une grande star, on va dire, un grand nom de la musique béninoise en général. Dis-nous, tu vois, c'est une question que tout le monde aime poser. C'est vrai que ça fait un petit moment que tu as disparu un peu de la scène en général. Ça, on y vient tout à l'heure, tu pourras tout nous expliquer. Mais avant tout ça, est-ce que Rabi Slou était promis à un avenir artistique à la base? Est-ce que Rabi Slou savait qu'il devait faire de la musique? Je voulais être un joueur du ballon. Sans blague? Et ouais, je voulais être un joueur. Et quel poste? Mais faute de moyens d'acheter les chaussures, d'acheter les crampons. Ah bah ça alors. Et de faire les choses. J'étais devenu chanteur parce que bon, c'était la seule chose qui était facile à faire parce que ça n'avait pas besoin de moyens pour composer les chansons au début. Donc, et tu n'as pas besoin de quelqu'un. À un moment donné, quand j'avais les 15 ans, 16 ans, j'étais un peu isolé du monde parce que je réfléchissais beaucoup. Je venais d'une famille modeste. Et tout le temps, j'ai toujours voulu, je déteste la pauvreté, j'ai toujours voulu faire quelque chose de différent. Parce que je n'aimais pas la façon dont les gens se moquaient de ma famille, se moquaient de mon père, se moquaient de tout parce qu'on était les pauvres du quartier. Donc, à un moment donné, je me suis reculé et la musique était la seule chose que je pouvais faire sans les moyens, sans acheter les chaussures, tout ça. Donc, il fallait que j'allais dans la bourse à Ouida, je restais là, je chantais, je mijotais. Mais je peux te dire que j'avais un grand rêve, je ne sais pas ce que c'est, mais je voulais certainement faire quelque chose de grand. Et je crois que, tu sais, les instincts, c'est le langage des dieux. Ouais. Donc, certainement, j'avais suivi, voilà quoi. Donc, c'est arrivé. Et comme ça, d'où je viens m'inspire beaucoup quand je fais n'importe quelle chose parce que je suis venu très loin. Et quand je veux faire quelque chose, je travaille dur et je le fais bien. Et donc, c'est mon secret, ça. Donc, ça va que je vais être une grande star, non? Mais j'ai toujours voulu être quelque chose de différent. J'ai voulu changer la vie de ma famille. J'ai voulu qu'on nous respecte. Et c'est ça qui m'a poussé au début. Mais après, ça s'est changé sur d'autres choses. Mais au début, c'était ça. C'était la colère que tout le monde se moquait de nous. On me renvoyait de la scolarité chaque fois quand j'allais à l'école. Ah bah ça, parce que le comptable venait me chasser parce qu'on n'avait pas notre papa n'avait pas les moyens pour payer la scolarité. Au plein milieu du devoir, ces humiliations, c'est pas des choses que j'avais pris. J'avais pas du tout aimé ça, quoi. Donc, la musique était la porte de sortie pour moi en ce moment. Et c'est ce qui a fait c'est qu'on est là aujourd'hui. Ah d'accord, donc en fait ton amour pour la musique, sinon ce qui te pousse réellement vers la musique, c'est les frustrations. T'étais frustré, tu voulais donner, comme on dit, donner un nom à ta famille, qu'on respecte ta famille, c'est bien ça? Ouais, c'était ça, c'était un peu le respect parce que il y avait rien. Et tu n'as même pas d'amis parce que tu n'avais rien. Donc tout le monde, on te fuyait presque, parce que tu n'as rien. On voulait pas être ton ami, on voulait pas causer avec toi. Et voilà, ton papa a un compteur de 10 millions et puis sa moto, ce n'est même pas joli à voir. Tout le monde. C'était quand tu es enfant, et les gens disent des choses, ne savent pas comment ça peut affecter un enfant. Mais pour moi, je l'ai changé en ok, on verra bien. Qui regarde le dernier. C'était ça qui m'a poussé. J'avais commencé le football. Et j'étais bien dedans, mais bon, il n'y avait pas les moyens pour, tu sais, ça a besoin plus de moyens, d'acheter les crampons, d'avoir les chaussures, de voyager, de jouer. Et bon, j'ai dégénéré sur la musique. Justement, voilà, la musique était
La chose qui m'a permis de savoir qui je suis, de savoir que je peux faire quelque chose, que je peux... voilà un peu, ça m'a sauvé en réalité. En commençant, justement, la musique, tu commences en quelle année, vraiment? En tout cas, je crois que quand j'avais les 14 ans, 15 ans, parce que mon premier album était à 17 ans. Mao, c'était à 17 ans. Et un grand succès. Donc je me rappelle pas exactement l'année, mais je sais que j'avais commencé les 14, 16 et 17 ans, j'avais le premier album Mao et Nayon. J'avais fait même à 17 ans, je me rappelle bien. Ouais. Alors, comment est-ce qu'on arrive, en partant d'une frustration, à faire 4 albums à succès? Comment est-ce qu'on arrive à faire ça? Ouais, quand j'avais commencé, mon papa n'était pas content que je faisais la musique. Et il m'a presque renvoyé de la maison. Pourquoi il n'était pas content? Il était énervé. Oui, il m'a pas renvoyé de la maison parce que j'avais peur qu'il me frappe, donc je quittais la maison, je ne rentrais même plus. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'il voulait pas que tu fasses de la musique? Parce qu'il pense que c'est de la délinquance. Mais au même moment, il faisait tout ce qu'il pouvait pour payer la scolarité, mais qui n'arrivait jamais pas parce qu'on était 3-4 enfants au collège en ce moment. Mon grand frère, moi, Xavier. Donc il y avait 4 enfants qui devaient faire la scolarité. Et il se débrouillait, mais l'humiliation que moi je subissais à l'école et être humilié par mes amis, spécialement dans les devoirs, parce que quand il vient et se met à la porte avec son couloir, c'est comme ça on appelle ça, le couloir, quelque chose, et puis il cite les noms des gens qui n'ont pas payé, on t'arrache ton devoir, tel papier de devoir, en plein devoir, où tout le monde était concentré. Ça arrivait plusieurs fois. Donc, comment est-ce qu'il s'appelait le comptable? Tu t'en souviens? Oh, mais quand tu as dit ça, j'ai oublié son nom automatiquement. C'est un monsieur qui était un peu handicap. Tous ceux qui m'écoutaient venaient s'il veut que c'était un handicap et il venait chercher l'argent. Si tu n'as pas payé, tu sors, tu donnes tes devoirs. Donc mon papa n'avait pas voulu il voulait que je continue l'école. Au même moment, il n'y avait pas les moyens pour payer la scolarité comme il fallait. Et moi, je me suis dit non, mais je vais commencer ce truc. J'ai continué ce ton. J'étais en train de faire ça et j'ai trouvé un ami, on ne voulait pas appeler le nom. On a commencé à travailler ensemble au début et j'ai pu faire ma première maquette avec Marcel Padé dans le temps. Dans le temps, avoir un studio d'enregistrement était très difficile au pays. Le studio d'enregistrement était comme de diamants. Donc, j'étais allé voir Marcel Padé qui a demandé 25 000 francs pour faire une maquette. En ce moment, j'avais pas l'argent. 25 000 en ce moment, c'était comme 1 million pour moi. Donc, mais bon, j'allais tous les samedis à l'école pour me rattraper des cours, voir les amis. Les samedis, parce que je n'allais pas au cours à cause de ne pas payer l'argent et je voyais les amis pour faire les devoirs, voir ce qu'ils sont en train de faire, quoi. Donc, un jour, j'ai vu M. Emile Logodo, l'ex-directeur du général de l'OITB. Il était assis en temps avec le ministre de la... je me rappelle, un ministre, et j'étais parti, je me suis dit, mais si j'allais lui demander 25 000, j'allais lui demander que je fasse la musique. Mais j'avais tellement peur parce que c'était des gens qui étaient des grands. Donc j'étais reparti, j'étais revenu rester là pour lui parler. J'ai fait 1h30 là, ils ne m'ont pas regardé. 1h30. Et après 1h30, il m'a dit hey, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu veux? Et j'allais le voir et je lui ai parlé. Et faut te dire, j'étais très éloquent en ce moment. Je sais plus, j'ai encore le truc. Et puis je suis allé lui parler et puis il a dit, écoute, mais je vais t'aider. Mais je ne vais pas t'aider, à cause de la musique, hein. Je vais t'aider parce que tu es très éloquent de ton âge. Et je vais t'aider juste parce que voilà. Mais tu sais, ça m'a pris au moins 2 ans avant de prendre les 25 000. Donc parce que c'était la seule personne qui a dit qu'il pouvait me faire les maquettes, il pouvait me donner les 25 000. Donc j'avais pas d'autres issues. Mais après 2 ans, j'ai eu les 25 000, j'ai pu faire la maquette. Mais le jour où M. Logodo me remontait l'argent, il me disait, mais tu vas réussir parce que ta persévérance est tellement dure, donc tu ne peux que réussir. Donc quand j'ai fait la première maquette, mon papa n'avait jamais écouté. Et un jour, j'étais rentré à la maison. Mon maman était là, mon papa était venu à la maison, il voulait fuir la porte, parce que je sais qu'il va m'attraper, me frapper. Donc je jouais la musique quand mon papa était là et mon papa disait, mais qui a fait ça? C'est bien ça. Et mon maman m'a dit, c'est ton fils. Il a dit, non, c'est pas ton fils. Il dit, qui? Il dit, c'est Willy. Il dit, Willy? Parce qu'en ce moment-là, je m'appelle William de Pierre. Et mon papa a commencé à pleurer. Donc c'est le jour-là que mon papa a changé son avis, changé
son attitude envers moi. Et après, il a vendu la seule partie qu'on avait à côté de nous. Il m'a remis 1 million de francs CFA pour faire mon premier album, Inayon, qui a été un échec. Parce qu'après ça, j'ai galéré encore comme si c'était pas possible. Et c'est pourquoi je respecte mon père et mes parents, parce que malgré qu'ils n'avaient rien, ils nous ont donné un environnement qui nous a permis aujourd'hui d'être là où on est. Et vraiment, je suis vraiment fier d'eux. Donc voilà, l'histoire a commencé de là. Et après, le premier album, ça a été un échec. Et après que je suis revenu encore en France. Avec Jockey. Voilà, donc l'histoire est longue. Non, l'histoire est intéressante et longue, mais bon, voilà, c'est la persistance qui m'a mené là où je suis, je vais encore aller. Et là où tu es justement actuellement depuis un certain nombre d'années, tu es aux États-Unis et laisse-moi te dire, pour de vrai, il y a des rumeurs qui ont circulé sur ta personne un peu, des rumeurs qui voulaient dire quand même que tu étais en prison quelque part, que tu avais voulu, tu étais en prison. Alors qu'est-ce que tu as fait? Parce que depuis un certain moment, on t'a plus vraiment vu et tout. Est-ce que tu étais en prison? Qu'est-ce qui s'est passé? On veut tout savoir. Ouais, c'était bien. J'ai appelé la radio là plus de 20 fois pour démentir. Bon, les gens vont croire ce qu'ils veulent croire. La preuve, j'ai la double nationalité. Je suis béninois-américain aujourd'hui. Et ce que ça veut dire quoi? La raison pour laquelle ça veut dire que il y a la loi américaine qui a dit si jamais tu as été en prison ou tu as commis n'importe quelle infraction aux États-Unis en tant qu'immigrant, la voie pour la naturalisation est bloquée définitivement. Ok. Donc si les gens on dit que bon, j'étais à la drogue, j'ai vendu la drogue, je suis en prison. En premier, quand je vais sortir, s'il était en prison, comme ils ont dit, ils vont me rapatrier automatiquement. C'est la première des choses qu'ils vont faire. Et je ne serai pas double national. La preuve, c'est pour dire simplement, c'est les rumeurs, et puis je n'ai pas à répondre, je n'ai pas à donner mon énergie à ça. La preuve, j'ai la double nationalité, j'ai les enfants ici, j'ai mon business ici, voilà, donc c'est la rumeur. Bon, les gens veulent. Non, mais c'est normal. Ça, mais tu sais la raison, j'ai compris pourquoi les gens ont fait ça. Vas-y. L'enfant du pauvre n'a pas le droit de porter de l'or. Tu vois? L'enfant du pauvre, le sourd n'a pas le droit de faire des enfants qui va écouter. L'aveugle n'a pas le droit de faire des enfants qui va voir. Selon leur vision, leur mentalité, d'où tu viens ne te permettra pas de faire ce que tu es en train de faire. Et maintenant, comme ils ne trouvent rien, ils vont essayer de cocher quelque chose pour saluer ta réputation. Mais c'est Dieu qui protège les réputations. Donc moi, je n'ai pas à répondre. Et Dieu protège la tienne. Ça m'a fait mal parce que j'ai espéré mieux des gens qui ont fait ces rumeurs. J'ai espéré mieux de mes compatriotes pour ce que j'ai donné pour mon pays en tant qu'artiste, pour la joie, l'espoir que j'ai porté à beaucoup de personnes. J'ai espéré que les gens vont me donner plus de crédit que ça. Mais bon, c'est la vie, hein. Jésus a été crucifié, donc je suis une personne. J'ai pris bonne note et puis c'est passé pour moi, c'est passé. Super. Ça m'a fait mal quand même de voir ça à la une des journaux. Ce qui n'est pas vrai, ce qui est dommage, mais bon, la vie continue, hein. C'est comme ça la vie. Et il y aura plus que ça, les gens m'ont dit plus que ça. En tant qu'artiste, il faut avoir le doigt assez lourd. Voilà. En fait, c'est bien que tu sois là aujourd'hui pour nous dire de façon vraiment concrète que rien ne s'est passé de tel. En réalité, tu n'as jamais été en prison, tu construisais ton business aux États-Unis. Ça, c'est super. Oui. Alors, ça fait un moment qu'on t'a pas vu vraiment et là, tu reviens avec un nouveau rythme. On voudrait savoir en même temps, là, c'est une question à deux volets, qu'est-ce qui s'est passé durant ton absence et pourquoi est-ce que tu reviens maintenant avec un nouveau rythme? J'avais commencé, le Tchékoumé était quelque chose qui m'intéressait depuis, parce que quand j'étais enfant, j'écoutais, mon papa jouait Toron, et à l'enfant, tout ça là, quand j'étais enfant, on se réveillait dans la musique. Et quand j'ai commencé la musique, effectivement, par l'aide de M. André Quenob, paix à son âme, j'ai commencé le Tchékoumé. Je suis quelqu'un de très patriote, je ne sais pas d'où ça vient, et j'ai toujours voulu faire quelque chose de mon pays. Donc tout ce que j'ai fait avant, à part mon premier album qui est un album reggae, le deuxième, le troisième, le quatrième sont tous venus de Tchékoumé. On appelle ça K-Group. Et ça a connu un succès, ça continue de connaître le succès, hein, c'est des immortels. Oui, les morceaux sont toujours là. Quand je suis venu ici, après des années, j'ai vu que mon pays est toujours absent. Je dois expliquer d'où je viens. Je dois donner l'exemple du Nigeria. Je suis près du Nigeria.
on ne connaît rien de mon pays. C'est très difficile quand tu dis Bénin, même les Africains, même quand tu dis Bénin, la raison pour laquelle on n'a rien, à part le vaudou que les gens ont encore dramatisé comme c'est une mauvaise chose, sur le plan international, alors que moi je suis né à Ouida. Le vaudou c'est comme une religion, comme toute religion, qui a le bien et le mal. Donc, la connotation qu'on nous donne, c'est le vaudou, c'est mauvais, c'est tout ce qu'on connaît de nous. Après ça, il n'y a rien. Et aujourd'hui, tu peux corriger un peu ça. Les Nigériens, ouais. J'ai vu que les Nigériens, on parle de Afro-Chink aujourd'hui, on joue les Nigériens partout. Ils sont respectés. On parle d'eux à cause, la place qu'on leur donne, et j'ai vu que le Bénin n'a pas une musique. Il y a la Côte d'Ivoire, le coupé décalé, Zouglou, il y a la Congo, la rumba, tout ça là. Il y a le Makossa, Cameroun, Nous on consomme toujours. Le Bénin a toujours monté les artistes qui sont venus d'autre part. Mon pays a toujours monté les artistes qui viennent d'ailleurs. Nous, on a changé cette donnée. Quand j'ai commenté, je fais partie des premiers artistes béninois. Après, mes grands frères, c'est moi, Toron, il y a moi, il y a Sipa. On a changé, on a ramené les Béninois à consommer la musique béninoise. Quand moi j'ai commencé la musique, les Béninois, les Béninois ne consommaient pas la musique béninoise. C'est à cause de Djogbe Dokon, il y a dit qui a changé à cause de Robertson Sipa que la musique béninoise, les gens ont recommencé à consommer la musique béninoise. Entre-temps. Et quand, voilà. Donc, on a changé les données. Mais j'ai vu qu'on n'a pas une enveloppe sur laquelle on doit tous opérer. Et à cause de notre, je ne sais pas, on est partout. On fait la musique des autres, on chante en fond dessus. On fait la musique des autres, on chante en fond dessus. Et ça ne marchera pas. C'est pourquoi on ne s'est jamais imposé. On doit trouver une enveloppe musicale qui nous permettra ensemble, comme tous les autres ont fait. Ce n'est pas un hasard que les autres ont pris un rythme. Et c'est sous ce rythme-là qu'ils ont marché. Ils ont pensé que ce n'est pas un hasard. Parce que quand tout le monde fait la même chose, ça devient un mouvement. Donc c'est le mouvement que moi j'ai voulu créer maintenant. Je viens avec Afro. J'ai vu que c'est un concept que ça a pris 2 ans avec 3 producteurs français, nigérians et portugais et moi-même. On a pu développer le concept et il y a des qui viennent, mais ça va être très fort, je vous promets. Ça c'est juste le début. Et j'ai vu que maintenant il est temps pour mon pays de s'imposer musicalement et on doit tout le faire. Et Afro-Chink, ce n'est pas ma chose. Je ne veux pas que les artistes qui m'écoutent, les gens qui vont dire Ravi cela fait son rythme. Non. C'est la chose du Bénin. C'est un patrimoine national. Ça ne m'appartient pas. Le Tchèque était là avant que je ne vienne. Ce que ça ne fait, c'est parce que en restant aux États-Unis et en écoutant la musique américaine, en produisant les musiques pour les Américains, avoir une expérience. Parce que tu fais ça, tu produis d'avoir une formule. 2 petites secondes, tu produis de la musique pour les Américains. Ouais, voilà. Je suis travaille avec quelques grandes librairies américaines qui fournissent des musiques pour les télévisions, on appelle les réalités shows, tout ça là. Donc, oui, j'ai placé beaucoup de musique dans cette télévision. C'est là où je me suis fait un peu d'argent au début, avant de commencer à créer mon propre studio, tout ça. Oui, c'est ça qui m'a permis d'être au bout du jour, de savoir ce qui se passe. Parce que qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans les musiques des Top 40, et puis t'envoies ces musiques, on dit, il faut nous créer des musiques similaires aux musiques de Top 40. Parce qu'ils ne peuvent pas utiliser ces musiques qui sont de 1 à 40 sur le Top 40, ils ne peuvent pas utiliser, ils vont payer beaucoup d'argent. Right? Donc, ils sont venus, ils peuvent voir des artistes qui ne sont pas encore connus, mais qui peuvent faire le même travail. Donc, on te dit, par exemple, on t'envoie une musique de DMX ou bien de Leo Baby ou une musique de Drake. Et on te dit de faire un truc similaire. Right? Parce qu'on peut pas aller, il peut pas licencier la musique de Drake, ça va lui coûter des millions. Ok, right? Mais nous, on peut faire un truc similaire à Drake. Right? Donc ça veut dire que toi tu es obligé d'étudier comment la musique de Drake a été conçue pour pouvoir faire un truc similaire. Ce qui a fait que malgré que j'étais pas sur la scène, j'étais au goût du jour, je savais tout ce qui se passe dans la musique et même plus en avance. Donc cette musique, j'ai fait plus d'1 an avant de signer avec la première librairie. Donc ça, il fallait que j'étudie, je travaille. Bien sûr que j'étais allé à une école de musique, mais ça ne fait pas la musique. Une école de musique, ça lui donne la connaissance de la musique, la théorie, tout ça là. Mais quand il s'agit de créer la musique, c'est une autre réalité. Donc, oui, quand je suis rentré dans cette librairie, j'ai trouvé 4, 5 librairies aujourd'hui avec qui je travaille. Je produis des musiques qui sont des background musiques pour les shows. Donc, c'est ça qui m'a permis, cette connaissance m'a permis de savoir comment la musique fonctionne et de pouvoir incorporer ça à notre rythme traditionnel
le Tchenkoumè, pouvoir créer une formule qui puisse vraiment s'imposer sur le plan international. Ah bah super, le Bénin te remercie déjà par ma voix, merci d'avoir pensé à créer une musique béninoise, on en avait vraiment besoin. Et puis ton premier morceau sur ce rythme-là, c'est Ton fantôme continue à saigner. C'est le fantôme de qui ça déjà? Ouais, bon, Elise, écoute, tu sais, les artistes, des fois tu peux utiliser la fiction, des fois tu peux tirer de la réalité. Mais ce qui m'a plu dans ce titre, c'est le titre a été. J'ai trouvé le titre d'abord en anglais. Ça veut dire Your Ghost Still Bleeding. Et ça c'est pas pour le Bénin. Your Ghost machin truc, ça c'est pas pour le Bénin. Your Ghost, on comprend rien de ça ici. C'est pour ça que t'as mis ton fantôme. C'est pour ça, voilà, c'est ton fantôme continue. Ça veut dire simplement que le passé continue d'influencer le présent. Et que c'est une punchline en fait. Tu continues à avoir des faits sur ma vie. C'est en tant qu'artiste, il faut trouver un angle différent qui va attirer l'attention des gens pour dire mais qu'est-ce qu'il veut dire. Donc voilà, donc quand ton fantôme continue à saigner, c'est une histoire d'amour de quelqu'un qui a perdu son âme sœur et voilà quoi. Voilà, un peu je vois. Alors dis-nous, est-ce qu'il y aura un album Afrochunk à part entière, un album Afrochunk? Définitivement, il y aura une bombe, il y aura un album qui s'appelle déjà Where I'm From, Pidengosi, Where I'm From. Donc, et ça va comporter, actuellement, je suis en train de penser à tout ça, mais bon, voilà, c'est l'air des singles. Aujourd'hui, tout change. Ouais. C'est les singles d'abord, donc tu fais un single, 2 singles, 3 singles, 4 singles, et si tu vois que tout ça là est en train de marcher, maintenant tu peux ajouter 6 10 titres pour ce qui est déjà là, pour faire un album maintenant. Donc, l'album est là, mais j'évolue par rapport à ce qui se passe. Je vois un peu comment la tendance va ce que les gens veulent, comment ils vont accepter et évoluer ça. Sinon, l'album est déjà fini. Mais bon, on va sortir nos titres chaque 3 mois, chaque 4 mois, il y aura un nouveau single jusqu'à ce que l'album ne sorte. Voilà. Donc il y a un nouveau single qui arrive, il y a un album aussi qui arrive derrière. Mais attends, il y a une question parce qu'on est sur la fin de l'interview là. Il y a une question à te poser. C'est vrai que tu as quitté le Bénin il y a bien longtemps. Tu te souviens du Gari? Oh, Gari là, on mangeait le Gari sur toutes ces formes. Attends. On mangeait du Gari avec un bobo, on mangeait du Gari avec un bar, on mangeait du Gari avec. Bon, Gari là. Attends, la question que je vais te poser, juste parce que j'avais la dysenterie. Excusez-moi, c'est ceux qui mangent, qui m'écoutent. Yeah, Gari, on connaît Gari. Ah, vas-y. Gari m'a sauvé ma vie. Tu sais quoi? Tu sais quoi, la question que je vais te poser, parce que en tout cas, moi je sens qu'il y a beaucoup d'anglais, une connotation anglaise dans ta voix, parce que t'es resté là-bas il y a un bon moment. Alors, comment est-ce que ça se dit Gari en anglais? Est-ce qu'ils ont un nom? Les Américains ne connaissent pas Gary pour donner un nom anglais à ça. Donc c'est non, tout le monde appelle ça Gary. Ça dit, il s'appelle quoi? C'est super. Non, il n'y a même pas un nom ici parce qu'ils ne se connaissent pas. Donc il ne faut pas donner un nom. Je comprends un peu. On appelle ça Gary. Super. C'était juste pour rigoler, te taquiner un peu. On va retenir quand même que l'enfant de la famille pauvre de Ouida est aujourd'hui aux États-Unis, il a fait une grosse carrière, 4 albums à succès au Bénin avant de s'envoler, qui n'a jamais fait de la prison, qu'il est aussi américain, qu'il a une double nationalité désormais, et que derrière il y a un album Afrochunk qui va venir de 12 titres peut-être, mais pour le moment quand même il y a que des singles qui vont venir sur un bon moment, c'est bien ça. Yeah, c'est génial, c'est ça. Et j'invite, et bientôt il y aura, on est en train de choisir des artistes, des jeunes artistes à qui on va pousser, on est en train de créer les beats déjà. Ça tombe bien, je deviens un artiste demain. Je deviens moi-même un artiste demain, donc voilà, faut penser à moi. Donc là, ça va le faire alors. Donc on va pousser le mouvement. Super. Ce ne serait pas la chose de Rabislo. Je veux pas que on dise c'est la chose de Rabislo parce que c'est ce qui tue les choses. C'est pas ma chose. C'est notre chose. Un patrimoine national. Afrochunk, ça vient du Tchenkoumè qui est un patrimoine national. Donc tous les artistes qui m'écoutent, qui pensent que Rabislo, non, moi aujourd'hui où je suis, mon objectif avant que je ne quitte ce monde, c'est d'imposer une musique qui va faire respecter mon pays. C'est tout mon truc. Avec nous tous, et je ne peux pas faire ça seul. J'ai besoin de tous les artistes qui sont grands comme petits à pouvoir qu'on travaille ensemble et qu'on puisse imposer le rythme. J'ai vu l'erreur de mes grands frères
qui ont créé un rythme et qui n'ont pas associé les autres. J'ai vu ce que ça a donné. Donc, moi, je ne vais pas faire la même chose. Je suis ouvert et donner les meilleurs beats, mieux que ce que j'ai à d'autres personnes pour que le mouvement monte. C'est ça que je vais faire. Et voilà quoi. J'invite tous mes compatriotes, tous mes confrères. Je suis en train de leur donner la main, de venir leur demander, vous voulez le faire. Ceux qui veulent le faire vont le suivre. Mais ce qui est sûr, ça va être un grand mouvement sur le continent et ici. Il n'y a pas de doute pour ça. Amen. Amen. Ouais. Ce sera le mot de la fin de ce programme. On est vraiment sur la fin là. On va te retrouver très prochainement sur le Smash Groove Show. Ouais, merci à Radio Magic. Et merci pour tout ce que vous êtes en train de faire pour la musique béninoise. C'est toujours une joie et la famille quand j'interviens en live sur la radio. Merci à monsieur Soumano, le directeur qui a été radio. On était vraiment content de t'avoir. Merci infiniment. Merci à toi aussi d'avoir accepté être des nôtres ce soir. On se retrouve très bientôt sur le Smash Groove Show. Au revoir. Salut.